Il a subi 2 défaites électorales avant d'être élu une première fois. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Duhem. Bonjour. M. Duhem, votre intérêt pour la politique a commencé probablement durant vos études, vers la fin du régime Duplessis, début de la Révolution tranquille, c'est ça? Oui, en fait, dans ma famille, à la maison, on parlait beaucoup de politique. Mon grand-père a fait de la politique. Il était maire de Chicoutimi dans les années 36, 37, 38. Il a même été candidat indépendant contre un des candidats de Duplessis, Antonio Talbot. Alors, la politique, dans ma famille, on en a toujours parlé. Et ça m'intéressait, mais pas au sens de devenir en politique active un jour. Après mes études en droit, je me disais, si j'ai une chance, j'aimerais ça faire des études post-universitaires. Mais on n'avait pas les moyens financiers pour ça. Alors, quand j'ai terminé mes études de droit à McGill, j'ai ouvert un bureau, mon propre bureau à Shawinigan, dans un quartier ouvrier, sur la rue Saint-Marc. Et j'étais là un bon bout de temps, 2 ans. Mais j'avais toujours ça en tête, de retourner étudier. Et j'ai eu une occasion de m'associer avec un senior qui était Marcel Crête. Et nous avons formé une étude à Grand-Mère, sous le nom de Crête et Duhem. Et mon associé, Marcel, a été nommé juge en juin 66. Et là, j'avais le choix ou de me porter acquéreur de son bureau ou de quitter. Alors, j'ai décidé de quitter pour l'Europe. Pour poursuivre des études. Pour poursuivre mes études. Et, en fait, j'ai fait les études d'une boîte, une grande école, comme on les appelle, à Sciences Po, en relations internationales. Ça veut dire économie, histoire, droit international, public, privé, etc. Et Sciences Po, c'est une boîte presque incontournable pour les jeunes Français et Françaises qui veulent faire une carrière politique. Après Sciences Po, c'est l'ENA, c'est l'École nationale d'administration. Et Parizeau a fait les mêmes études en relations internationales après son diplôme de London School. Landry a été là, Bernard Landry. Oui, vous avez rencontré des gens qui sont devenus vos compagnons d'armes plus tard, vos collègues. Vous nommez Bernard Landry, mais il y en avait d'autres. Il y avait Pierre Marois, qui était hautes études, je crois. Et il y avait mon ami Jacques Léonard. On était tous les 4 ensemble. Mais nos relations avec Pierre Marois étaient beaucoup plus proches. Bernard Landry et Lorraine sont restés un bout de temps, puis après, Bernard est parti aller faire un stage en Allemagne, je crois. Et Jacques Léonard, on le voyait moins. Mais quand on se rencontrait, on parlait politique, ça, c'est sûr. Moi, j'étais du Parti libéral, les jeunes libéraux, à l'université. Notre idole de jeunesse, c'était René Lévesque. Et pas seulement à l'université, ça remontait au collège. Parce que Lévesque, il ne faut pas oublier ça, les jeunes l'oublient aujourd'hui, mais Lévesque, c'est l'homme de Pointe-de-Mire. Et je me souviendrai toute ma vie de René Lévesque avec son tableau, sa craie, puis qui nous expliquait, à nous autres qui avions 18-19 ans, ce qu'était la guerre d'Algérie, par exemple, et pourquoi il fallait que la France se retire de là. Et on l'a toujours trouvé très brillant, très intelligent, et c'était la vedette. C'est pour ça que vous avez suivi M. Lévesque, enfin la pensée de M. Lévesque, quand il a quitté les libéraux. Oui, parce que j'avais déjà beaucoup d'admiration pour René Lévesque, qui avait réussi à convaincre Jean Lesage qu'il fallait faire la nationalisation de l'électricité. Mon grand-père parlait de la municipalisation de la presse dans Chicoutimi dans les années 30. Henri Bourassa en a parlé aussi. Et il a réussi ce tour de force de convaincre une majorité au lac à l'épaule. Et M. Lesage a dit, oui, mais une condition. On va aller en élection là-dessus.
et je me souviendrai toute ma vie, la première grande assemblée publique du Parti libéral sur la nationalisation de l'électricité s'est faite à l'aréna Jacques-Plante, dans ma ville, à Shawinigan. C'était plein, il y avait 5-6 000 personnes. C'était l'enfer. C'est pour ça que, quand j'ai quitté pour Paris, pour Sciences Po, on s'est fait des amis, et je me suis rendu compte d'une chose, ça va vous paraître curieux que je vous le dise comme ça, mais tout marchait en français et ça fonctionnait. Alors qu'ici, au Québec, là, on parle des années 66, 67, si tu n'as pas quelqu'un là, qui commande en anglais quelque part, ça ne marchera pas. Et moi, j'ai grandi dans une corporate town, Shawinigan Falls. Shawinigan Falls, ça, c'est comme Arvida. Quand vous dites à des Québécois aujourd'hui que Arvida, c'est M. Davis qui a donné son nom à cette ville-là, les gens ne le croient pas. C'est Arthur Vining Davis. Puis Arvida, Shawinigan, Valleyfield, c'est des corporate towns. À Shawinigan, tu avais le Management Club qui menait la ville. Les compagnies avaient un droit de bloquer tout règlement d'emprunt. C'était la même chose pour tout le monde à travers le Québec. Et ça, on trouvait ça agaçant. C'est des compagnies là, qui étaient obligées de s'appeler Shawinigan Window Cleaning pour pouvoir soumissionner dans les compagnies anglaises qui contrôlaient notre ville. Riopel, Autospring, etc. C'était pas possible. Là. Et on était un peu, pas mal, en rébellion contre cette situation-là. C'est sûr que ça a joué dans ma propre orientation politique. Mais à Paris, là, j'ai découvert une partie nouvelle de la planète. Bref, on ouvre des horizons. Et je me rends compte de plus en plus comment ça se fait que les autres, Québec, on est resté dans le carcan provincial de cette fausse confédération. Un pays d'illusion, au fond. Mais mon cheminement s'est fait comme ça. Et au Québec, les choses ont avancé dans ce temps-là. René Lévesque a été réélu en 66. En 67, il veut faire une proposition au Parti libéral pour parler de souveraineté association. M. Lesage a bloqué le dépôt même. Il n'y a pas eu de débat. Il a quitté. Ça a fait un plat. Nous, on est en Europe, mais on suit l'actualité politique. J'imagine, oui. Et on se dit, notre petit groupe, on se rend compte à l'occasion que Lévesque va faire quoi? Lévesque, il s'en ira pas aux aériennes, ça, c'est sûr. On savait ça. La première nouvelle qu'on apprend, parce que d'autres, écoutez, là, Sciences Po, c'est pas un pique-nique, ça. Moi, je peux vous dire, j'ai travaillé plus fort en 2 ans à Sciences Po pour aller chercher mon diplôme que 4 ans de droit à McGill en anglais. C'est un bon boulot. Alors, ma concentration était sur mes études, les lectures, etc. Et quand René Lévesque a lancé le MSA, le Mouvement Souveraineté Association, j'ai dit, tiens, on y va. On y va avec ma femme, on a parlé avec nos chums, puis ça. Puis moi, je suis devenu membre du MSA. Paris. De Paris, dès sa création. Et la première nouvelle qu'on a su, il faut que je vous rappelle qu'en 1966, Monsieur Chrétien est député fédéral, me demande s'il n'est pas déjà ministre. Et il a été, semble-t-il, horrifié d'apprendre que moi, j'étais entré au MSA. Il a communiqué avec un de mes amis pour faire la vérification. Comment il a appris, je ne l'ai jamais su. La conséquence de ça, elle a été sévère sur le plan financier. J'avais obtenu une bourse, un prêt d'honneur d'une fondation, la fondation PIC à Shawinigan. C'était un club social auquel j'appartenais. PIC, ça veut dire professionnel, industriel et commerçant. C'était un prêt d'honneur, 2 000 $ par année pendant 3 ans de suite sans intérêt. Tu rembourses quand tu reviens travailler, quand tu auras l'argent pour nous rembourser. C'était ça l'entente. Et j'avais obtenu aussi une bourse du ministère de l'Éducation du Québec. L'année suivante, terminé, terminada, prêt d'honneur terminé, bourse d'études terminée. Ça, c'est le premier prix que j'ai payé, ça. Et puis finalement, bien, je suis diplômé en septembre 68.
Et là, on a quitté la France pour une tournée en Europe et en Afrique. Et puis, on est revenu au Québec en 1969, après avoir bien réfléchi, parce que je n'avais pas prévu dans ma vie, contrairement à d'autres, de me présenter pour devenir député. Pourtant, c'est ce que vous avez fait en 70. Oui. Mon objectif en quittant pour aller en Europe était d'aller me chercher un diplôme de calibre universitaire pour éventuellement faire une carrière internationale, mais dans les affaires ou dans une institution quelconque, mais pas en politique active. Et quand le premier ministre Jean-Jacques Bertrand a décidé de nous déclencher des élections au mois de mars 1970, moi, j'avais adhéré au Parti québécois. Je me souviens, mon numéro de carte, c'était 51, puis ma femme, Lise, 52. On n'était pas très nombreux. Mais pour mémoire, au référendum de 80, on était au-delà de 2000 membres dans le Parti québécois dans mon comté de Saint-Maurice. Alors, j'étais membre du PQ. Et puis, l'élection s'est déclenchée, mais ce n'était pas dans mon programme d'être candidat. Mais pourquoi, dans quelles circonstances vous avez été amené à Bien, poser votre candidature? Ma réticence a été simple. Ça fait 3 ans qu'on était partis. J'avais plus une scène, comme on dit. Mon banquier avait hâte que je recommence à travailler pour le payer, en capital et en intérêt. J'ai recommencé à zéro, là, à l'automne 69. Alors, rendu au mois de mars, on vit encore sur une marge de banque, là. Faisons-nous pas d'illusions. Mon bureau commence à lever, là. Et moi, je faisais une pratique générale, on faisait le droit civil, le droit criminel, etc. Finalement, je me suis laissé convaincre. Et il y avait un autre avocat, Maître Gilles Plante, qui était, lui, conseiller juridique à la CSN, qui se présentait à la Convention. Dans une ville comme Shawinigan, gagner une convention contre un conseiller juridique de la CSN, c'est quelque chose. C'est une ville syndiquée mur à mur. Finalement, j'ai gagné la convention par une très courte majorité. Et nous avions une entente, Gilles Plante et moi, que si lui gagne la convention, je fais la campagne avec lui, et l'inverse est vrai. Et il a tenu parole, Gilles, il a fait la campagne avec moi, en 70. Mais quand on parle de ça, à 40 ans de distance, on n'a pas idée du contexte politique que nous avons vécu en 1970. Là, il y avait l'Armée de libération du Québec qui avait fait sauter des bombes. Le slogan, là, PQ-FLQ, ça avait commencé ça. Mais après l'élection de 70, là, nous autres, là, on a passé dans le tordeur. Hein? J'avais jamais pensé que je perdrais une clientèle si vite. Alors, ça a été assez effrayant. Mais aviez-vous des moyens? Parce que le PQ était jeune aussi. À l'époque, l'organisation n'était pas ce qu'elle est devenue. Les moyens financiers non plus, j'imagine. Non, on était acrobates pas mal. On a travaillé très fort. On avait des bénévoles, on avait des gens. On a eu un soutien très solide de l'organisation du RIN qui avait rejoint le PQ. Il y avait un militantisme et un bénévolat absolument fantastique. Et moi, j'avais été président d'élection en 65 et en 66. Alors, j'avais, par ma formation juridique, et puis je connaissais les lois, les campagnes électorales, tout ça. Donc, ça a été assez vite. Mais on avait du monde avec nous autres. Hein? À la Convention de 1970, que j'ai gagnée par une courte majorité, si mon souvenir est bon, il y avait 700-800 personnes à l'école supérieure dans le bas de la ville. Et à ce moment-là, on fait la campagne. On a fait la moyenne nationale. On a fait 23 du vote. C'était une première expérience. Il n'y a personne qui se faisait des illusions de dire « Ah, c'est gagné. » À moins d'un miracle, là, on va faire un bout de chemin. Ce parti-là, il n'est pas fondé pour faire une campagne. On verra bien pour la suite des choses. C'est dans cet esprit-là qu'on travaillait. Puis le comté de Saint-Maurice, à l'époque, c'est essentiellement la grande ville de Shawinigan, Shawinigan-Sud. Mais Shawinigan, c'est une ville industrielle qui a été industrialisée depuis le début de l'autre siècle. Là. On parle des années... Il ne faut
pas oublier que le premier lingot d'aluminium, il a été coulé à Shawinigan dans les années 1898-1899. Et c'est une ville où, dans les années 50, se payaient les plus hauts salaires au Canada. Une ville syndiquée, militante, à tout casser. Et c'est une ville qui a tenu tête à Maurice Duplessis, qui a toujours été fidèle et loyal à René Hamel, qui, sous M. Lesage, a été vice-premier ministre, il a été procureur général, il a été ministre du Travail, c'est un senior. Et notre ville était anti-Duplessis à mort. Pas compliqué. Alors, ce contexte-là, pour le cœur du comté, c'est une chose, mais il y avait aussi la partie rurale. Le comté était grand, Saint-Sévère, il y avait Saint-Barnabé, Saint-Thomas, Caxton, Yamachiche, les Vieilles-Forges, j'en oublie, là, Saint-Étienne. Et une partie urbaine et une partie rurale. Une partie rurale en minorité, bien sûr, mais un beau comté. Vous continuez votre militantisme, mais quelque temps, en 70, à l'automne, c'est la crise d'octobre. Et là, vous parliez que vous étiez souvent pointé du doigt, PQ... Alors, ça a été l'enfer. Ça a été un climat exécrable. Chrétien et compagnie. Camille Sanson, la mère de grand-mère Lafontaine. Méfiez-vous de ces gars-là, vous allez avoir du sang à hauteur des bandes de trottoir. Ce sont des Cubains du Nord, des marxistes, troxistes, léninistes, socialistes. Tout ce qui avait un iste, on l'avait sur le dos. Alors, quand la crise d'octobre est arrivée, à ma très grande surprise, mon trésorier a été arrêté, Gilles Toupin. Il vit encore aujourd'hui. Yvon Leclerc, qui est une grande famille de Shawinigan-Sud, qui était mon attaché de presse, a été perquisitionné. Et mon ami Gilles Plante, conseiller juridique de la CSN, a eu la visite de la police à 2 heures du matin dans sa maison pour faire des perquisitions dans le genre fou raide. Ça a donné comme conséquence qu'il y en a 400, 425 qui ont été arrêtés en vertu de la loi des mesures de guerre. Moi, je n'ai pas été arrêté, mais je pense que ça a passé proche. Ce qui a fait arrêter les folies de Trudeau, ça a été une conférence de presse par Claude Ryan, directeur du Devoir à l'époque, René Lévesque, président du Parti québécois, M. Rouleau, président des Caisses Desjardins, et puis je pense, le quatrième, je ne suis pas certain de mon coup, mais je pense que c'est Louis Laberge, président de la FTQ, pour dire c'est assez, là. Là, ça a, probablement que Trudeau commençait à penser qu'il faisait fausse route, que ça n'avait pas de sens. Et ça, là, 40 ans plus tard, j'ai beaucoup de difficultés. Je ne l'oublierai jamais. J'essaie de pardonner ça, mais je ne suis pas capable. Les mesures de guerre. Je n'ai jamais pardonné ça à Chrétien ni à Trudeau. Puis je pense que je ne serais pas capable de leur pardonner ça. Nous autres, nous sommes des démocrates. René Lévesque est un grand démocrate. Et qu'on ait voulu nous associer en plus avec le FLQ, c'est le comble. Parce que c'est ça qu'on cherchait, dans le fond. Mais, écoutez, il n'y avait rien. Et je ne sais pas si un jour on saura le fin fond de l'histoire du FLQ. Moi, j'ai ma petite idée sur certaines choses. Et ça a été d'une cruauté atroce. Laisser entendre, par exemple, qu'une formation politique démocratique comme la nôtre pouvait être liée avec le FLQ qui a assassiné Pierre Laporte, ça dépassait tout ce que j'avais de principe dans ma vie. Et quand je pense à ça aujourd'hui, là, j'ai encore des émotions. Ça ne vous a pas empêché de continuer votre militantisme après la crise d'octobre, les années 71, 72, 73? Non. Voilà, on faisait des conférences de presse, on faisait du recrutement, on était assez bien organisés, on travaillait très fort. On avait un local, une permanence. Puis je veux lui rendre hommage, Irénée Dubé, qui a été notre registraire pendant des années, à tous les soirs. Il était dans ce local-là, minutieusement, les inscriptions, les cartes de membres, tenir ça à jour. Ah. Le travail qui s'est fait là-dedans, ça n'a aucun sens. Mais on le faisait avec conviction. J'ai la même conviction aujourd'hui, 40 ans plus tard, qu'il faut qu'on avance, puis il faut qu'on fasse quelque chose du Québec. Mais il faut aussi, comme Lévesque le disait souvent, être à la même heure que les Québécois, comme peuple.
Puis c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Alors, 71, 72, et ça, les relents de la crise d'octobre, là, puis toutes ces folies-là, là, puis on se faisait écœurer, là. Des téléphones anonymes, on se faisait insulter sur la rue. Je me suis fait insulter sur la rue. Moi, je gagnais ma vie quand même, comme avocat. Mais je ne représentais pas, moi, des grandes entreprises. C'est facile à comprendre. Et je représentais les familles de ma ville, de ma région, qui avaient des problèmes, l'assurance automobile. C'était le début, quand j'ai fini mon droit, quand j'ai été admis au barreau en 1963, le divorce n'existait pas dans nos lois au Québec. Ça prenait un projet de loi privé au Sénat, à Ottawa. Il fallait que tu prouves l'adultère par flagrant délit. On a du chemin de fait depuis ce temps-là. Il y a eu des élections à l'automne 73 et vous vous êtes porté candidat encore une fois. Oui, je me suis présenté et je suis arrivé deuxième. D'ailleurs, en 70, je suis arrivé deuxième aussi. Mais en 73, un bout de temps, là, on a pensé que j'avais des chances de gagner. Il me manquait 1300 voix. Ça a été une déception. Mais le suffrage du comté et de la région rejoignait à peu près le suffrage national. On était autour de 30 je pense, de mémoire. Et ce qui est drôle à dire aujourd'hui, c'est qu'en ayant augmenté notre suffrage de 23 à 30, on passait notre nombre de députés de 7 à 6. Alors, mathématiquement, ce n'est pas la plus grande des logiques, mais c'est ça. Et ça ne nous a pas empêchés. Moi, je me souviens de ça, là, comme si c'était hier. Là. Une semaine après l'élection de 73, je tenais une autre conférence de presse à Shawinigan pour relancer notre option. On était des missionnaires, c'est pas compliqué. Alors, c'était comme ça, 73, 74, 75. Et vous n'avez pas abandonné votre ambition de poser votre candidature, mais vous sentiez un creux de la vague, là? Oui. En fait, moi, en 74, 75, je n'ai pas besoin de vous dire, pas de mystère là-dedans, là. Sur le plan professionnel, c'était difficile. Parce que dans une ville comme Shawinigan, où M. Chrétien est devenu ministre, là, il est ministre des Affaires indiennes et du Grand Nord, puis c'est pas des farces, là. Bon, on a fait la bataille du Parc national en 1970, je pense. Il y a le réseau. Nous autres, on est dans l'opposition, puis on est plus que dans l'opposition, on est dans le champ. Pas compliqué. Et là, je me suis dit, j'ai perdu 2 élections. Je me demande si je suis le bon candidat pour ce comté-là. Shawinigan, c'est une ville ouvrière. Je ne prétends pas être un intellectuel, là. Mais je me suis posé la question pour savoir si ma candidature correspondait bien au profil de ce comté-là. Alors, je dis à mon exécutif, parce que j'ai toujours été l'exécutif, bon, mais les amis, je pense que moi, dans mon cas, là, on va oublier ça, puis on va trouver quelqu'un. Moi, je vais continuer de militer avec vous autres, mais on va trouver quelqu'un, un homme ou une femme, mais moi, c'est terminé. Une femme, elle s'entend. L'évêque était battu 2 fois, Parizeau était battu 2 fois, tout le monde était battu 2 fois, mes chums de Paris, Landry, Marois, Léonard. Finalement, on a reparlé beaucoup. Non, mais on n'avait pas d'enfant à ce moment-là. Et puis, on a dit, avec ma femme, tiens, moi, je redonne un coup. J'y retourne une 3e fois. On va aller au bout du scénario. Puis, si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, bien, on tire la ligne. Alors, c'est comme ça que, là, j'ai décidé de donner un coup de main aussi au niveau régional. Je me suis présenté à la présidence régionale. La région de la Mauricie-Bois-Franc, c'est 8 comtés. 5 sur la Rive-Nord, 3 au sud. Drummond, Victo, Nicolette. Puis au nord, c'est Trois-Rivières, Champlain, Saint-Maurice, Masquidongé et Trois-Rivières. Et là, on a monté une organisation. On a fait une bagarre incroyable. Mais on ne s'attendait pas que ce soit en novembre 1976. Ça faisait juste 3 ans que M. Bourassa était là. Mais il y avait des rumeurs que M. Guy Saint-Pierre songeait à peut-être poser sa candidature puis forcer la main à M. Bourassa, qui commençait à avoir des problèmes à l'interne. Moi, j'ai su par la suite, mais ça, c'est des cancans, comme on dit dans le jargon parlementaire, que M. Bourassa, il avait décidé d'aller en campagne pour acheter la paix. Il disait, puis je le comprends d'avoir fait ce genre de raisonnement, il y a 102 députés
quand vous êtes en politique au Québec avec 102 députés, peux-tu vous dire que vous avez pas mal plus de problèmes que si vous en avez seulement 70? Ça fait beaucoup de bouches à nourrir, 102. Ça a peut-être été ça, son raisonnement. Moi, je pense que c'est ça. Il dit, on va faire les élections, on va régler la question de ceux qui contestent mon leadership, m'en perdre 30, 35, va m'en rester 70, 65, on va gouverner comme ça. Mais ça ne s'est pas déroulé comme ça. Et dans Saint-Maurice, quelle sorte d'engagement vous avez pris? Quelle était votre stratégie, vos thèmes? Ah, nous autres, dans Saint-Maurice, là, le gros de notre effort de campagne, c'était d'avoir un gouvernement propre. Puis on a fait la campagne, me faisait des discours avec un manche à balai dans les mains. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce gouvernement-là qu'on a remplacé, nous, en 1976, était coincé dans toute espèce d'histoire de patronage puis de financement que lors du débat radio, l'évêque Bourassa, M. Bourassa, vous vous rappelez de ça? Il a dit, il demande à René Lévesque, il dit, donnez-moi un cas. L'évêque, il dit, je ne peux pas vous donner un cas. C'est un cancer généralisé, votre gouvernement. Alors, nous, on a fait le gros de la campagne sur l'intégrité, puis la relance économique dans notre région. Moi, j'ai fait la campagne régionale. Je suis allé dans tous les comtés. Et avant, j'ai allé chercher des candidats. Je me souviens d'avoir convaincu Jacques Barry, qui était agriculteur dans le comté d'Arthabasca, d'embarquer. Michel Clair était jeune avocat à l'aide juridique à Drummond. Dans La Violette, mon ami Jean-Pierre Jolivet, il avait fait campagne en 1973. Puis je lui parle de ça. Je dis, écoute, Jean-Pierre, il faut que tu embarques. Ah, dis-moi, je me suis fait battre une fois, ça ne me tente pas trop. On va passer ce coup-là. Je suis sûr, certain de ça. Ça, c'était mon intuition. Là, pas de chiffre pour appuyer ça. Puis Jean-Pierre a embarqué, il a été élu en 1976, il restait 25 ans. C'est pas des farces. Alors, 1976, ça a été une campagne au niveau national, il y avait des choses de changer. Autant en 1970 qu'en 1973, c'était Montréal qui avait la pôle. Montréal, dans le sens que c'était Lévesque, c'était Burns, c'était Charon, c'était Lorrain, Parizeau, Jacques-Yvan Morin. Puis nous autres, les cocos des régions, là, on faisait le quorum. Mais de 73 à 76, nous autres, on a mis notre poing sur la table, les régions, avec, je me souviens, avec Marc-André Bédard, entre autres, pour qu'on ait une partie de notre programme axée sur le développement régional et que le PQ sorte de Montréal. Et quand René Lévesque a compris ça, ça a changé la donne. Le PQ venait de débarquer dans les régions. Et quand vous regardez le détail de la victoire de 76, c'est pas sur l'île de Montréal qu'on a pris notre majorité, c'est dans les régions. Dans ma région, par exemple, moi, j'ai gagné 6 comtés sur 8. On a échappé Nicolette, qui était encore restée avec l'Union nationale. Puis on a échappé Masquinongé par 232 voix, si ma mémoire est bonne. On m'en rappelait toute ma vie. M. Picotte a passé, comme on dit, sur les fesses. Est-ce que Jacques Chrétien s'en était mêlé en 1976? Ah, mais j'en ai mêlé à toutes les campagnes électorales. Et sa machine, Chrétien a une machine de guerre, il ne faut pas oublier ça. Là. Il était ministre. Il était ministre des Affaires indiennes encore. Non, en 60, oui, c'est ça, en 76. En 80, il était ministre de l'Industrie comme moi, je crois, quand on a eu le premier débat en 80 au référendum. Mais en 76, il était très actif. Pas dans le sens qu'il faisait des discours, non, mais sa machine fonctionnait. Et il n'était pas de bonne humeur que le PQ ait gagné l'élection et que surtout Saint-Maurice avait élu Yves Duhem. Le soir des élections, on lui a demandé sa réaction, puis il a dit, bah, les Québécois, ils ont pris une brosse, ils vont en revenir. J'en reviens pas encore, il a dit ça. Il a jamais... Et pour lui, là, c'était en dehors de son champ de compréhension qu'on ait pu gagner cette élection-là. On continue la semaine prochaine, M. Dier. Ah, bien, c'est bien.